Ma mère s'est moquée de moi pendant le mariage de ma sœur. Toute la salle a ri de moi comme si j'étais une sorte de monstre. J'ai simplement souri et j'ai dit au personnel, annulez tout. 5 minutes plus tard, le visage de ma mère a pâli quand 300 invités. Je m'appelle Nathalie Mercé. J'ai 33 ans, et j'ai appris quelque chose de brutal la nuit du mariage de ma sœur. Une salle pleine d'inconnus bien habillés peut vraiment ressembler à une famille quand ils décident que vous êtes la personne la plus facile dont on puisse se moquer. J'étais debout sous de douces lumières dorées avec une coupe de champagne à la main, essayant de survivre à la réception sans faire de scandale. Quand ma mère s'est tournée vers moi avec ce sourire poli qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait me blesser en public tout en gardant une apparence élégante. Elle m'a regardé de haut en bas assez fort pour que les tables voisines entendent, puis a dit qu'elle était juste reconnaissante qu'au moins une de ses filles soit devenue quelqu'un dont les gens pouvaient réellement être fiers. Quelques personnes ont ri. Quelques autres ont fait semblant de ne pas le faire. Mais dans une salle aussi grande, l'humiliation se propage vite. En quelques secondes, j'ai eu l'impression que tous les visages de cette salle de bal s'étaient tournés dans ma direction, curieux, amusés, attendant de voir si j'allais craquer. Ma mère a continué, critiquant ma carrière, mes vêtements, ma vie, comme si elle avait gardé cette performance en réserve pendant des années. Et c'était peut-être le cas. La vérité est qu'elle pensait enfin terminer un travail qu'elle avait commencé il y a longtemps. Elle pensait que si elle m'embarrassait suffisamment devant 300 invités, je me recroquevillerais pour redevenir la version de moi qu'elle avait toujours préférée, effrayée, silencieuse et facile à ignorer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas élevé la voix. J'ai simplement souri, j'ai posé mon verre et j'ai dit 2 mots à un membre du personnel qui passait par là. Ensuite, je me suis dirigé vers la sortie pendant que la musique continuait de jouer. Les rires se sont lentement éteints. Étage 5 minutes plus tard, la salle entière a appris quelque chose que ma mère n'aurait jamais dû oublier à mon sujet. Avant que je vous dise exactement ce qu'elle a dit ensuite, et pourquoi cette salle de bal est devenue d'un calme de mort après mon départ, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez. Parce que je veux vraiment savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Si vous aviez rencontré ma mère en public, vous l'auriez probablement appréciée. Vivien Mercé avait une posture parfaite, une voix douce et polie, et ce genre de goût de luxe qui faisait supposer aux gens qu'elle était bienveillante juste parce qu'elle avait l'air posée. Elle savait comment organiser un déjeuner de charité, écrire une note de remerciement et faire passer une phrase cruelle pour de l'inquiétude. Toute ma vie, elle s'est souciée davantage des apparences que de l'honnêteté. Et c'est exactement pourquoi ma jeune sœur, Chloé, est devenue sa préférée. Chloé était belle d'une manière que les gens remarquaient immédiatement, douce quand elle le voulait, et bien meilleure que je ne l'ai jamais été pour donner à notre mère le genre d'admiration dont elle se nourrissait. J'étais l'enfant la plus difficile. Je posais des questions. Je ripostais. Je n'ai jamais appris à me faire toute petite juste pour maintenir la paix. Au moment où j'ai eu 16 ans, ma mère avait déjà décidé que Chloé était la fille qui donnait une bonne image d'elle, et que j'étais la fille qui aurait toujours besoin d'être corrigée. Elle se moquait de ma façon de m'habiller, des emplois que j'acceptais, du fait que je voulais construire quelque chose par moi-même au lieu de courir après un titre de bureau sur dont elle pourrait se vanter au déjeuner. Quand j'étais à l'université, j'ai commencé avec un chariot de dessert sur un marché du week-end à Santa Monica parce que j'avais besoin d'euros et parce que j'aimais le rythme des événements, la pression, les détails. La façon dont une nuit parfaite pouvait sembler sans effort seulement si quelqu'un d'invisible travaillait très dur derrière le rideau. J'ai transformé ce chariot en réservation de dîner privé, puis en lancement de marque, puis en service de mariage, puis en une entreprise d'accueil complète. J'ai dormi dans ma voiture 2 fois pendant ces premières années. Je me suis brûlé les mains plus de fois que je ne peux le compter. J'ai appris par moi-même les contrats à 2 heures du matin et la gestion des paies avec presque pas de sommeil. Ma mère appelait cela mignon, puis brouillon, puis embarrassant. Quand Chloé est entrée dans une université prestigieuse, ma mère a tout payé avec ses euros et lui a organisé une fête comme si elle avait personnellement inventé le succès. Quand j'ai signé le bail de ma première cuisine commerciale, ma mère m'a dit qu'elle espérait que j'aimais jouer à faire semblant d'être importante. La rupture finale a eu lieu il y a 6 ans lors d'un dîner de famille lorsqu'elle a annoncé devant des parents que Chloé était la seule fille à qui elle pouvait confier quelque chose de significatif car elle savait comment vivre comme une dame. Je me souviens être restée assise là, immobile et froide, écoutant mes cousins fixer leurs assiettes pendant que ma mère souriait comme si elle expliquait la météo. Je suis parti ce soir-là et j'ai arrêté d'appeler. Elle ne s'est pas excusée. Elle a simplement dit aux gens que j'étais dramatique.
C'était ainsi que fonctionnait notre famille. La personne qui causait la blessure gardait sa réputation. La personne qui saignait devenait le problème. Ainsi, lorsque l'invitation au mariage de Chloé est arrivée à mon appartement de Newport Beach le mois dernier, sur du papier crème épais, avec une écriture élégante, livrée en main propre par un coursier, j'ai honnêtement pensé que ce devait être une sorte d'erreur. Il y avait une courte note manuscrite à l'intérieur. Nathalie, je sais que les choses sont brisées depuis longtemps. Je ne veux pas commencer mon mariage avec cette distance entre nous. S'il te plaît, viens. Tu me manques. Avec amour, Chloé. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai ri une fois parce que le moment était presque drôle. Après 6 ans de silence, j'étais soudainement réinvité pour un événement familial majeur devant 300 personnes. Cela ressemblait moins à de l'amour et plus à un test. Pourtant, une part de moi voulait croire que ma sœur était sincère. Une part de moi voulait croire que les gens pouvaient grandir. J'ai presque refusé. Puis j'ai pensé que me présenter serait peut-être ma façon de prouver que j'avais tourné la page, même s'il ne l'avait jamais fait. Le mariage a eu lieu dans un complexe hôtelier à flanc de falaise à Laguna Beach, le genre d'endroit où chaque vue semble mise en scène et où chaque arrangement floral semble avoir son propre service de sécurité. À cette époque, mon entreprise s'était développée bien au-delà de ses premiers jours avec le chariot de dessert. J'étais la fondatrice et présidente directrice générale du groupe d'accueil Mercé House, qui gérait la production d'événements de luxe, la logistique de la restauration de spécialité et les partenariats avec les fournisseurs dans toute la Californie du Sud. 3 mois plus tôt, nous avions acquis une entreprise de restauration de charme appelée White Harbor Events dans le cadre d'une expansion plus large. J'ai approuvé l'achat, rencontré leur direction, examiné les chiffres et je suis passé à autre chose. Je ne gérais plus personnellement chaque événement sous l'égide du groupe. Cela a eu de l'importance plus tard. À l'époque, ce n'était qu'un autre accord commercial dans un trimestre très chargé. Avant le mariage, j'ai envisagé d'envoyer un cadeau et de rester à la maison, mais quelque chose dans la note de Chloé est resté en moi. C'était peut-être le moment. C'était peut-être ma propre faiblesse. Peut-être qu'après suffisamment d'années, même les femmes intelligentes portent toujours un minuscule et ridicule espoir que la famille deviendra enfin ce qu'elle aurait dû être depuis le début. Alors j'y suis allé. J'ai porté une robe en soie vert foncé, discrète, sur mesure, assez chère pour que personne ne puisse plus me rejeter comme la fille en difficulté. Je suis arrivé seul. La cérémonie en elle-même était belle. L'océan derrière eux, un quatuor à cordes, des roses blanches, la lumière des bougies, attendant le coucher du soleil. De loin, cela ressemblait presque au genre de souvenir de famille que les gens encadrent pour toujours. Chloé m'a prise dans ses bras à mon arrivée, et pendant une seconde, j'ai eu l'impression de retrouver ma petite sœur. Elle avait l'air nerveuse, heureuse, submergée. Elle m'a dit que j'étais belle. Puis elle a été éloignée par le maquillage, les photographes, les organisateurs. Une interruption après l'autre. Mon père, Daniel, m'a donné une étreinte latérale maladroite et m'a demandé comment allaient les affaires sur le même ton que les gens utilisent lorsqu'ils demandent si un vieux chien est encore en vie. Ma mère a embrassé l'air à côté de ma joue et a dit qu'elle était heureuse que j'ai choisi de porter quelque chose de bon goût. Pas gentille, pas chaleureuse, juste soulagée que je ne l'embarrasse pas visuellement. Cela aurait dû me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. À l'heure du cocktail, j'ai remarqué que mon marque-place était à la table 19. Nulle part près des tables de la famille, nulle part près de Chloé, nulle part près du cortège nuptial. J'étais assise avec des amis éloignés de la famille et 2 personnes du côté de Grant qui ne savaient pas qui j'étais. Quand l'une d'elles a demandé comment je connaissais la mariée, j'ai dit que j'étais sa sœur, et la femme a cligné des yeux comme si elle pensait avoir mal entendu. J'ai souri et j'ai laissé couler. Les affronts étaient assez petits pour être niais et assez clairs pour sembler délibérés. Cela a toujours été le talent de ma mère. Elle préférait la précision au drame jusqu'à ce que le drame la serve mieux. J'ai aussi remarqué autre chose qui aurait dû avoir de l'importance plus tôt. Le personnel se déplaçait selon un système que je reconnaissais. Leur timing, leur rotation de plateau, la façon dont la responsable de salle touchait son oreillette avant d'ajuster le dégagement des tables pour le premier plat à l'assiette. Cela me semblait familier, mais j'étais trop occupé à essayer de ne pas être l'invité visiblement mal à l'aise pour examiner cet instinct. Puis les discours ont commencé. Chloé a pleuré quand son nouveau mari a parlé. Les invités ont applaudi. La musique s'est amplifiée.
Tout le monde s'est détendu. Et j'ai fait l'erreur de penser que j'avais peut-être survécu à la nuit. Que peut-être l'insulte ne serait que privée, subtile, supportable. J'aurais dû savoir que ma mère préférait un public plus large lorsqu'elle voulait faire passer un message. Cela a commencé quand quelqu'un à une table voisine a demandé si j'étais marié. J'ai répondu non. Puis quelqu'un d'autre a demandé si je travaillais toujours dans l'événementiel. Avant que je puisse répondre correctement, ma mère s'est tournée depuis la table familiale, a souri à travers la salle et a dit « Nathalie ne travaille pas dans l'événementiel comme le font les professionnels. » Elle rebondit en quelque sorte d'une fête de riche à l'autre et appelle cela une carrière. Quelques personnes ont ri parce qu'elles supposaient que c'était des taquineries familiales. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, mais j'ai gardé un visage neutre. Puis ma mère s'est levée, un verre à la main, et la salle s'est calmée de cette manière polie propre aux réceptions où les gens supposent qu'ils sont sur le point d'entendre quelque chose de charmant. Ce que j'ai entendu à la place, c'était le début d'une performance qu'elle répétait probablement depuis des années. Elle n'a pas élevé la voix au début. Cela aurait été trop évident. Elle a souri, a regardé vers Chloé avec des larmes brillant dans ses yeux, et a dit à quel point elle était fière qu'une de ses filles ait construit une vie avec grâce, stabilité et un réel respect. Puis elle a tourné son corps juste assez pour que tout le monde suive son regard jusqu'à moi. Elle a dit, certaines personnes passent des années à courir après l'attention et ne deviennent jamais le genre de femme sur laquelle les autres peuvent compter. Certaines personnes confondent être bruyante et indépendante avec être accomplie. Quelques invités ont bougé sur leur siège. Quelques-uns ont ri à nouveau parce que la cruauté était encore déguisée en esprit. Je suis resté parfaitement immobile. Ma mère a continué. Elle a dit qu'elle était particulièrement reconnaissante que le mariage ait été laissé entre des mains capables car si certaines personnes avaient été autorisées près de la planification, nous serions probablement tous en train de manger des tacos dans un parking. Cela a provoqué un rire plus fort. Pas de tout le monde, mais suffisamment. Suffisamment pour que le son me frappe comme quelque chose de physique. Suffisamment pour que je lève les yeux et voie des visages se tourner, des yeux glisser vers moi, la curiosité s'aiguisant en reconnaissance. J'ai su alors que ce n'était pas un moment d'inattention. Elle voulait que la salle sache exactement qui était la fille de moindre valeur. Elle voulait que Chloé soit élevée à mes côtés. Elle voulait que ma vie soit réduite à une blague avant le dessert. Et la partie la plus humiliante était que pendant quelques secondes, peut-être plus, j'ai ressenti exactement ce qu'elle voulait que je ressente. Petite, 17 ans à nouveau, coincée à une table pendant que les adultes souriaient de mon inconfort et appelaient cela de l'honnêteté. Puis ma mère a prononcé la phrase qu'elle gardait en réserve. Elle a levé son verre et a dit, au moins une de mes filles est devenue quelqu'un dont les gens peuvent être fiers. Le visage de Chloé a changé immédiatement. Elle a murmuré, maman. Mon père a baissé les yeux, pas en colère, pas choqué, juste réticent. C'était pire. Certains invités se sont figés. D'autres ont affiché ces sourires minces et incertains que les gens arborent lorsqu'ils réalisent trop tard qu'ils ont ri de quelque chose de laid. Je me suis levé lentement, j'ai posé ma serviette à côté de mon assiette et j'ai croisé le regard de ma mère. Elle attendait une scène. Elle voulait des larmes, peut-être de la colère, peut-être une réaction publique vive qu'elle pourrait plus tard utiliser comme preuve que j'étais instable, égoïste, impossible. Au lieu de cela, j'ai souri, pas chaleureusement, pas théâtralement, juste assez pour lui faire savoir que quelque chose avait changé, et qu'elle était la seule personne dans la salle à ne pas encore le comprendre. J'ai dit, félicitations pour cette soirée parfaite. Puis je me suis retourné et je me suis éloigné de la table 19 pendant que le silence derrière moi s'épaississait. En traversant le bord de la salle de bal, je suis passé devant une station de service cachée derrière un mur floral. Un des membres du personnel a levé les yeux et je l'ai reconnu. Pas vaguement, pas peut-être. Je la connaissais. Elle avait travaillé sur 2 galas de charité de haut profil pour l'une de nos équipes affiliées sous White Harbor avant l'acquisition. Je me suis arrêté. Elle a eu l'air surprise, puis respectueuse de la manière dont les employés le font lorsqu'ils reconnaissent la haute direction dans un endroit inattendu. C'est exactement à cette seconde que la salle a changé à l'intérieur de moi. J'ai regardé au-delà d'elle et j'ai vu le logo estampillé en petit sur le côté d'une caisse de transport isotherme, White Harbor Events. Une entreprise entièrement détenue par le groupe d'accueil Mercy House. Mon entreprise. Ma mère venait de m'humilier devant 300 invités lors d'une réception organisée par une entreprise dont elle ne réalisait pas qu'elle m'appartenait. Pendant une seconde, j'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle,
mais parce que l'ironie était si parfaite qu'elle semblait écrite. Je me suis mise à l'écart, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Elise Carter, ma directrice des opérations. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai posé une question. L'équipe de White Harbor au mariage au MRC est-elle sous notre autorité opérationnelle actuelle ou toujours sous l'ancienne direction? Elise n'a pas hésité. La nôtre. Pourquoi? J'ai regardé à travers les portes de la salle de bal vers ma mère, toujours debout avec son verre, arborant toujours l'expression satisfaite d'une femme qui pensait avoir gagné quelque chose d'important. Puis j'ai dit, parce que la direction vient d'être publiquement insultée par la mère de la mariée devant des témoins. Suspendez tout le service, demandez à la responsable de salle de le documenter, puis retirez l'équipe. Élise est restée silencieuse pendant moins d'une seconde. Elle me connaissait assez bien pour comprendre que je ne donnerais jamais cet ordre à la légère. Êtes-vous sûr? J'ai dit, complètement. Puis j'ai passé le téléphone à la responsable de salle et je lui ai donné une instruction. Annulez tout et retirez l'équipe. Elle a pris le téléphone, a écouté Élise confirmer, et la couleur a quitté son visage. En quelques secondes, les radios se sont allumées. Des portes se sont ouvertes, le personnel a changé de direction, et pendant que le groupe continuait de jouer et que les invités continuaient de parler, la machinerie qui maintenait cette belle nuit ensemble a doucement commencé à s'arrêter. Il y a une étrange sorte de pouvoir dans le fait de faire quelque chose d'irréversible sans élever la voix. Je ne suis pas retourné en trombe dans la salle de bal. Je n'ai pas attrapé de microphone. Je n'ai pas annoncé qui j'étais. Je suis simplement resté près de la sortie latérale et j'ai regardé une chaîne de décision professionnelle se déplacer plus vite que les ragots. Les serveurs ont arrêté d'aligner le plat principal. L'équipe de pâtisserie a couvert le présentoir de dessert au lieu de le dresser à l'assiette. 2 membres du personnel ont commencé à éloigner les chariots de transport du couloir de service. Le bar est resté ouvert parce qu'il était géré par le lieu, mais le cœur de la réception a commencé à s'effondrer en temps réel et, au début, presque personne ne l'a remarqué. La musique a changé. Les invités sont retournés à leur conversation. Ma mère s'est assise, satisfaite d'elle-même. Chloé essayait de sourire à travers la nouvelle anxiété qui s'était logée derrière ses yeux. Puis la pause est devenue trop longue. Une table a regardé ses montres. Une autre a cherché des serveurs du regard. Puis quelqu'un de l'équipe de l'organisatrice s'est précipité vers la cuisine. 2 minutes plus tard, l'organisatrice elle-même est apparue, chuchotant avec insistance au gérant du lieu. Les 2 femmes ont regardé vers le hall de service, puis vers moi, puis vers ma mère. J'ai pu voir le moment où la confusion s'est transformée en alarme. À ce moment-là, plusieurs invités avaient remarqué que les plateaux disparaissaient au lieu d'arriver. La salle est devenue plus bruyante de la mauvaise manière, pas festive, mais interrogative, mal à l'aise. Un garçon d'honneur a traversé la salle pour demander ce qui se passait. Quelqu'un a plaisanté en disant que la cuisine avait peut-être pris feu. Personne n'a ri. Puis le gérant du lieu s'est approché de ma mère. Elle s'est penchée, a dit quelque chose à voix basse, et l'expression de ma mère a changé si vite que c'en était presque violent. Le sourire a disparu. Le sang a quitté son visage. Elle m'a regardé à l'autre bout de la salle comme si elle venait de se souvenir de quelque chose qu'elle aurait dû savoir depuis le début. Le gérant a parlé à nouveau. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a failli basculer en arrière. Chloé s'est tournée vers elle, confuse. Mon père s'est levé ensuite, enfin alerte. Je ne pouvais pas entendre chaque mot d'où j'étais, mais j'en entendais assez. La direction. Conduite hostile. Clause de résiliation. Mon entreprise. Ma mère m'a dévisagé avec une incrédulité totale, puis de la fureur, puis quelque chose de très proche de la peur. Elle a commencé à marcher vers moi, mais l'organisatrice l'a interceptée en premier, paniquée, parlant trop vite. Les invités regardaient ouvertement maintenant. Les 300 personnes n'avaient pas tout ri de moi avant, mais les 300 personnes faisaient absolument attention maintenant. C'était mieux. Beaucoup mieux. Chloé est arrivée en courant derrière ma mère, sa robe de mariée dans une main, l'horreur sur tout son visage. Nathalie, que se passe-t-il? Je l'ai regardée, puis j'ai regardé ma mère. J'ai gardé un ton calme car le calme était soudainement l'arme la plus tranchante de la salle. J'ai dit, White Harbor appartient à Mercy House. Votre mère a publiquement insulté la direction et a créé un environnement hostile pour le personnel. Conformément au contrat,
le service est résilié. Ma mère a explosé. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est le mariage de ta sœur. J'ai dit, oui, ça l'est. Tu aurais probablement dû t'en souvenir avant de me transformer en divertissement. Sa bouche s'est ouverte, mais pour une fois, rien de poli n'en est sorti, seulement une colère brute. Elle a sifflé que j'étais vindicative, instable et pathétique. Je l'ai presque remerciée de poursuivre le dossier juridique en public. Au lieu de cela, j'ai dit, toute communication ultérieure peut passer par mon avocat. J'ai donné ma carte de visite au gérant du lieu et lui ai demandé d'envoyer toute la documentation de l'incident au conseil d'administration de l'entreprise avant la fin de la nuit. Derrière nous, des membres du personnel en uniforme noir se déplaçaient avec une vitesse élégante, emportant les repas auxquels ma mère supposait avoir droit avec ses euros. Les invités ont commencé à sortir leur téléphone. Certains chuchotaient. Certains dévisageaient ma mère d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, ni avec admiration, ni avec indulgence, mais en l'évaluant, en recalculant. Une femme plus âgée près de la piste de danse m'a regardé directement et a fait un tout petit signe de tête, comme si elle comprenait enfin la vérité de la soirée. Chloé avait l'air de vouloir pleurer, mais même alors, je pouvais voir une prise de conscience plus dure poindre sous la panique. Elle avait regardé notre mère me blesser à petit feu pendant des années. Ce soir, elle avait regardé la salle le voir aussi. Mon père s'est finalement approché en utilisant cette voix sévère qui ne m'avait jamais protégé une seule fois, mais qui semblait toujours disponible lorsqu'il voulait le contrôle. Il a dit que je ruinais le mariage. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu, non, je refuse de continuer à financer avec mes euros ma propre humiliation. Cela l'a fait taire pendant exactement une seconde, ce qui était plus long que d'habitude. Puis je suis sorti. J'ai entendu la première vraie vague de chaos derrière moi alors que j'atteignais le voiturier. Les invités posant des questions, l'organisatrice essayant de gagner du temps, ma mère exigeant des réponses, la mariée pleurant, la musique s'arrêtant. Une nuit parfaite qui se brisait parce que la mauvaise personne avait été traitée comme si elle n'avait aucun pouvoir. Je suis monté dans ma voiture, j'ai fermé la porte et je suis resté assise là, les deux mains sur le volant. Je m'attendais à me sentir coupable. Je m'attendais à trembler. Ce que j'ai ressenti à la place était quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus rare. Du soulagement. Pas de la joie. Pas de la vengeance. Exactement du soulagement. Parce que pour la première fois de ma vie, ma mère avait visé l'humiliation sur moi et avait échoué à en contrôler la fin. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à une zone sinistrée. Des appels manqués de membres de la famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. De longs textos de personnes exigeant une explication avant même d'avoir pris la peine de demander ce qui m'avait été dit dans la salle de bal. Ma tante m'a traité de femme sans cœur. Un cousin a dit que Chloé était inconsolable. Un ami de la famille a envoyé un message qui commençait par « Je comprends les deux côtés », ce qui est presque toujours la façon dont les gens annoncent qu'ils ne comprennent que le côté pratique. Ensuite, il y a eu un message vocal de ma mère m'accusant d'essayer de détruire la famille par jalousie. J'ai tout transféré au service juridique et j'ai bloqué son numéro. Élise avait déjà agi plus vite que je ne l'espérais. À 9 h du matin, mon avocat général avait les rapports d'incident de la responsable de salle, des déclarations écrites de 4 membres du personnel et la confirmation du lieu que les images de sécurité avaient capturé le discours de ma mère d'assez près pour établir la séquence et le ton des événements. Le contrat de White Harbor incluait une clause autorisant la résiliation immédiate si la direction ou le personnel était soumis à un traitement abusif, discriminatoire ou hostile par un client ou l'entourage immédiat d'un client. Il avait été initialement rédigé pour protéger les employés des donateurs ivres et des invités célèbres abusifs. Ma mère l'avait déclenché en portant de la soie sur mesure et des perles de famille. À midi, son avocat avait appelé les nôtres en exigeant un remboursement complet en euros et en menaçant de poursuites pour détresse émotionnelle, atteinte à la réputation et perturbation de l'événement. Atteinte à la réputation. C'était la phrase qui m'a fait rire aux éclats dans mon bureau. Ma mère s'était publiquement moquée de moi dans une salle de bal pleine de monde et croyait toujours que la réputation était quelque chose que seules d'autres personnes pouvaient endommager. Nous avons répondu avec une offre de règlement. Nous retournerions 50% de la compte en euros après déduction des coûts fixes, du personnel et des frais de préparation. En retour, il signerait un accord de confidentialité, une clause mutuelle de non-dénigrement et une renonciation aux réclamations, pas de procès, pas de déclaration publique, pas d'attaque en ligne. Ma mère l'a d'abord rejeté, bien sûr.
Elle a toujours cru que l'indignation pouvait forcer la réalité à se plier. Elle a essayé de publier des critiques négatives par l'intermédiaire d'amis. Notre équipe juridique les a fait retirer. Elle a contacté l'un de nos jeunes cadres par un réseau professionnel. Il a envoyé le message aux ressources humaines sans répondre. Elle a même tenté de faire pression sur Chloé pour qu'elle m'appelle et me supplie de faire marche arrière, comme si le problème était toujours le dîner et non des années d'humiliation enveloppées dans des perles et de l'étiquette. Mais autre chose se passait en même temps. Et c'était la partie que ma mère ne pouvait pas contrôler. Les invités en avaient vu assez. Tous ne connaissaient pas toute l'histoire familiale, mais ils savaient à quoi ressemblait le mépris public, surtout quand il venait d'une mère envers sa fille. 2 femmes qui ont assisté à la réception ont contacté mon bureau pour s'excuser d'avoir ri avant de comprendre ce qui se passait. L'un des associés commerciaux de Grant a demandé une proposition pour un gala de collecte de fonds hivernal, disant qu'il admirait le professionnalisme avec lequel mon équipe avait géré une situation impossible. Le gérant du lieu a dit en privé à Élise que plusieurs invités avaient demandé ce que la mère de la mariée avait dit exactement pour provoquer une réponse aussi radicale et contractuellement justifiée. Ce mot avait de l'importance, lui aussi, justifié. Parce qu'une fois que l'histoire a quitté la famille pour entrer dans le monde entier, elle a cessé de ressembler à un petit drame entre sœurs et a commencé à ressembler à ce qu'elle était vraiment. Une femme puissante a utilisé un événement public pour rabaisser quelqu'un dont elle supposait qu'il l'accepterait, puis a découvert que cette personne avait plus d'autorité qu'elle ne l'imaginait. 3 jours après le mariage, Chloé a appelé depuis un numéro inconnu. J'ai presque laissé sonner, mais quelque chose en moi a quand même répondu. Elle pleurait avant même de dire bonjour. Pas des pleurs dramatiques, pas manipulateurs, des pleurs épuisés. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas que White Harbor appartenait à Mersey House. J'ai dit que je la croyais. Elle m'a dit qu'elle avait supplié notre mère de ne faire aucune remarque pendant la réception, mais qu'elle n'avait pas réalisé jusqu'où elle prévoyait d'aller. J'ai dit que c'était le problème avec les gens qui passent des années à excuser la cruauté. Ils pensent toujours que cette fois, cela restera gérable. Chloé est devenue silencieuse. Puis elle a dit la seule chose que j'avais attendu des années d'entendre de la part de quelqu'un de cette famille. Elle a dit, j'aurais dû l'arrêter il y a longtemps. Cela n'a rien réparé, mais cela a eu de l'importance. Je lui ai demandé où était Grant. Elle m'a dit qu'il était furieux contre notre mère et embarrassé par toute la scène. Leur lune de miel avait été reportée parce qu'ils avaient passé les 48 premières heures de leur mariage à gérer les retombées et à se disputer sur les limites. Pour une fois, je ne me suis pas précipité pour réconforter qui que ce soit. J'ai dit à Chloé que j'étais désolé que son mariage se soit terminé de cette façon, et je le pensais vraiment. Mais j'avais fini de porter le coup émotionnel des choix de notre mère pour que tous les autres puissent continuer à prétendre qu'ils étaient normaux. 2 jours plus tard, mes parents ont signé le règlement. Pas d'excuses, pas de responsabilisation, juste des signatures et du silence. Ils ont pris le remboursement partiel en euros. Ils ont accepté les conditions. Et en ce faisant, ma mère a admis la seule vérité qu'elle ait jamais vraiment respectée. Le pouvoir a de l'importance lorsqu'il n'est plus le sien. La partie juridique s'est terminée rapidement, mais les véritables conséquences ont mis plus de temps à s'installer, et d'une certaine manière, elles étaient bien plus satisfaisantes que n'importe quelle confrontation dramatique n'aurait pu l'être. Ma mère ne pouvait pas parler ouvertement de ce qui s'était passé sans risquer l'accord qu'elle avait signé, et cela la dépouillait de la seule chose dont elle avait toujours dépendu le plus, le contrôle du récit. Elle ne pouvait pas glisser à travers son cercle social et me transformer en la fille instable qui a réagi de manière excessive parce que trop de personnes dans cette salle de bal avaient vu son visage avant qu'elle ne sache que je possédais l'entreprise. Trop de personnes avaient vu le moment où la confiance s'était transformée en panique. Trop de personnes en avaient entendu juste assez pour commencer à poser les bonnes questions. En quelques semaines, les invitations auxquelles elle s'attendait normalement ont cessé d'arriver aussi rapidement. Un comité de charité a discrètement changé de direction. Un ami du club de golf que ma mère connaissait depuis des années est soudainement devenu très occupé. Rien de dramatique en apparence, juste l'élégante version sociale d'une porte qui se ferme. Mon père, qui avait passé la majeure partie de ma vie à confondre passivité et paix, s'est retrouvé assis aux côtés des conséquences de son silence chaque matin. Chloé a changé plus que je ne l'espérais. Pas du jour au lendemain, pas parfaitement, mais sincèrement. Elle m'a écrit une vraie lettre un mois plus tard, pas un message, pas une excuse précipitée coincée entre des justifications. Une lettre.
Elle a admis qu'elle avait passé des années à laisser notre mère définir laquelle de nous était facile à aimer et laquelle de nous était épuisante. Elle a admis qu'être favorisée n'avait jamais semblé aussi sûr que les gens l'imaginent, parce que le favoritisme n'est qu'une autre forme de contrôle. La même femme qui l'avait construite pouvait la détruire à la seconde où elle arrêterait de jouer correctement son rôle. Chloé et Grant ont déménagé de l'appartement que mes parents les avaient aidés à obtenir et sont repartis à zéro dans un endroit plus petit, avec moins de conditions attachées. Elle a commencé une thérapie. Elle a arrêté d'appeler notre mère tous les jours. Elle a appris le mot limité, plus important encore, a commencé à le vivre. Quant à moi, je ne suis pas parti vers une nouvelle vie sans défaut où plus rien ne faisait mal. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les dommages familiaux. Ce qui a changé était plus simple et plus important. J'ai arrêté de confondre pardon et accès. J'ai arrêté de traiter ma capacité à endurer le manque de respect comme une preuve de maturité. J'ai arrêté de croire qu'être la meilleure personne signifiait se porter volontaire pour être blessé à nouveau dans de plus jolies pièces. Mon entreprise a grandi. Le gala d'hiver a été réservé. Puis un autre événement, puis 2 autres. Pas parce que le chaos est bon pour les affaires, mais parce que la compétence sous pression est mémorable, et la dignité a une façon d'attirer les bonnes personnes. J'ai promu la responsable de salle qui avait pris mon appel cette nuit-là parce qu'elle avait géré une situation impossible avec intelligence et grâce. J'ai donné une prime en euros à l'équipe parce qu'aucun d'entre eux ne méritait d'être entraîné dans un dysfonctionnement familial, portant des uniformes noirs repassés et des sourires polis. De temps en temps, quelqu'un me demande encore si je le regrette, si je souhaite avoir simplement gardé le silence pour le bien de Chloé, encaissé le coup, souri pendant le dîner, laissé passer les insultes comme du mauvais temps. La réponse est non. Je regrette que le mariage de ma sœur soit devenu la scène d'une vérité que notre famille avait évitée pendant des années. Mais je ne regrette pas d'avoir refusé de financer ma propre humiliation. Il y a une différence, et cette différence a de l'importance. Surtout pour quiconque écoute à qui on a appris que l'amour signifie une tolérance sans fin. Ce n'est pas le cas. L'amour sans respect devient du contrôle. La famille sans responsabilité devient destructrice. Et le silence, lorsqu'il est exigé de la personne qui est blessée, n'est pas la paix. C'est une permission. La leçon que j'ai tirée de cette salle de bal ne portait pas vraiment sur la vengeance. Même si je comprends pourquoi cela ressemble à cela de l'extérieur. La leçon la plus profonde portait sur le respect de soi, sur le moment où l'on réalise que protéger sa dignité n'est pas de la cruauté. Même lorsque les personnes qui ont bénéficié de votre silence qualifient cela d'égoïste, sur la compréhension que les limites ne sont pas des murs construits pour punir les autres. Ce sont des portes qui apprennent aux gens comment entrer dans votre vie correctement ou pas du tout. Si cette histoire a une quelconque valeur au-delà du choc de ce qui s'est passé, j'espère que c'est ceci. Ne laissez jamais personne, pas même la famille, vous convaincre que votre valeur est quelque chose qu'ils ont le droit d'annoncer à une salle. Ne confondez jamais être toléré avec être aimé. Et ne soyez jamais si désespéré de garder la paix que vous remettiez à quelqu'un le pouvoir de définir qui vous êtes. Ma mère pensait rappeler à tout le monde quelle fille avait le plus d'importance. Au lieu de cela, elle m'a donné la preuve la plus claire de qui j'étais devenu, pas la fille qu'elle pouvait humilier au dîner et renvoyer le lendemain matin. Une femme qui avait construit quelque chose de réel, qui protégeait les personnes qui travaillaient pour elle, et qui avait enfin compris que parfois, la chose la plus significative que vous puissiez faire pour vous-même et pour les personnes qui vous regardent, c'est de refuser de rester assise lorsque le manque de respect est servi comme une partie du repas.